jeudi 8 septembre. Ici Richard Latendresse à la Nouvelle-Orléans. Lentement, l'eau recule, les sinistrés enfin quittent leur maison, mais l'horreur, elle, reste bien là. Commotion au palais de justice, l'avocate d'un jeune homme coupable d'agression sexuelle et de tentative de meurtre jette le blâme sur sa victime. À cause qu'elle était consentante, en premier lieu, à cause de l'heure tardive. La colère monte chez les camionneurs. Ils veulent une compensation pour les prix élevés de l'essence. Si jamais le ministère dira non, on cesserait de transporter. Les automobilistes aussi vont protester. Une scène d'essence à la fois le 11 septembre. Juste un clic d'essence, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous. Et un été crazy pour le cinéma québécois. Alexandra, des recettes records. Crazy, horloge biologique et Aurore surclasse des films américains. Les pompes fonctionnent 24 heures sur 24 à la Nouvelle-Orléans. Vous l'avez entendu, Richard disait, le niveau de l'eau contaminé qui stagne dans la ville commence à descendre. Une bonne nouvelle, oui, c'est sûr, mais cette eau-là qui se retire, c'est un peu comme un rideau qui se lève pour nous faire découvrir de véritables scènes d'horreur. Richard est avec nous. Alors, Richard, c'est infiniment triste, mais on n'a pas fini de trouver des cadavres. On nous avait prévenu, Sophie, c'est l'horreur qui se poursuit. La dernière découverte dans une maison de retraités, une trentaine de résidents qui ont été retrouvés sans vie. On a pu en sauver 40, 50, on attend le chiffre exact, mais 30, effectivement, qui ont été retrouvés morts dans ce quartier Saint-Bernard qui est inondé, qui est sous l'eau donc depuis 10 jours. Et c'est l'image classique de ce qu'on craignait, c'est-à-dire des gens isolés, des gens démunis, justement, qui n'avaient pas de mobilité, qui avaient de la difficulté vraisemblablement à sortir. Peut-être avaient-ils été laissés à eux-mêmes par ceux qui auraient dû s'occuper d'eux. Toujours est-il que cette découverte aujourd'hui n'a fait que renforcer la détermination des autorités à encourager, si c'est nécessaire, avant très longtemps, donc d'ici 2 jours, par la force, les derniers, mais tout derniers résidents à partir, à quitter cette ville d'enfer. Un à un, ils sortent de leur quartier, à bout de force, poussés hors de chez eux par l'épuisement, mais aussi par les soldats et les policiers qui continuent d'arpenter les rues de la ville. Police, come to the door! Police, open the door! Ces policiers viennent du Michigan. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas rencontré de véritable résistance. So far, they've been cooperative. Yeah. Nobody resists the evacuation? No. Beaucoup de démunis parmi ceux qui quittent, mais aussi des familles et des couples, comme celui-ci, qui a préféré volontairement partir plutôt qu'être chassé par la force. Do you know where they're going to bring you? How do you feel at this moment leaving home like that? Ces sinistrés en sont à leur dernier bout de voyage. Vous voyez les hélicoptères derrière, c'est là qu'on les conduit et ces hélicoptères vont les mener soit sur une base navale, soit à l'aéroport. Et de là, ils vont repartir vers les centres d'hébergement un peu partout au pays. On les a accueillis ici où il y a un petit centre de santé, il y a des médecins, il y a des psychiatres. On s'est assuré qu'ils allaient bien. Et puis, patiemment, ces évacués ont attendu. Cependant, certains d'entre eux considèrent qu'on n'aurait jamais dû les forcer à quitter leur maison. You're gonna bring people here to do work? Where I live at, there wasn't no water. They could have hired me to work. That's what they could have did. So you would have stayed if they hadn't told you to leave? Yeah. Said, look at you gonna bring somebody else out of town. All this madness. You gonna bring somebody else out of town and pay them $25 an hour? Well, we need some work. We need some work. We should have first preference. We didn't have no. Si eux pensent à l'emploi bien payé qu'ils auraient pu avoir, les autres, à ce que nous avons pu voir, semblent tout simplement soulagés de quitter ce grand trou de misère qui est devenu la Nouvelle-Orléans. Richard Latendresse, TVA, justement, à la Nouvelle-Orléans. Pas entendre de la bouche d'une avocate en plus. Vous vous souvenez de cette adolescente qui a vécu une nuit d'enfer. Ça s'est passé à Sainte-Catherine en novembre 2003. Alors, Joël, selon la procureure de la Défense, la jeune fille aurait couru après. Oui, Sophie, Maître Linda Bureau est vraiment prête à tout pour défendre la réputation déjà très entachée de son client. Dans sa plaidoirie aujourd'hui, elle est allée jusqu'à montrer du doigt une adolescente de 14 ans, pourtant victime d'une agression sexuelle particulièrement sordide, des propos qui risquent de faire beaucoup de bruit au cours des prochains jours.
La victime de Frédéric Dompierre n'a qu'elle-même à blâmer pour ce qui lui est arrivé. L'adolescente de 14 ans serait même l'artisane de son propre malheur. C'est du moins l'avis exprimé par maître Linda Bureau, l'avocate de Dompierre, lors des représentations sur la peine à imposer à son client. Des propos étonnants, voire choquants. En quoi, justement, la victime est à plaindre pour ce qui lui est arrivé ce soir? À cause qu'elle était consentante, en premier lieu, à cause de l'heure tardive, il était 23 heures, à cause qu'elle est une jeune fille qui allait à l'école le lendemain, qui avait juste 14 ans. Je ne qualifierais pas la plaidoirie de ma consoeur. Par contre, je trouve ça désolant de voir qu'on attribue la faute à une jeune victime de 14 ans qui a décidé d'aller voir des amis et que le drame qui s'est passé lui était attribuable. Maître Bureau a presque ajouté l'insulte à l'injure en affirmant que la victime n'a pas été mutilée gravement et qu'elle ne conserve pas de séquelles visibles de l'agression. Elle a même précisé que son client a pris soin d'utiliser un condom. En janvier dernier, Frédéric Dompierre, aujourd'hui âgé de 20 ans, a été reconnu coupable de tentative de meurtre, d'agression sexuelle, de séquestration et de voies de fait grave. Dans la nuit du 25 novembre 2003, Dompierre et un complice, Steve Lapointe, ont fait vivre un véritable cauchemar à une adolescente de 14 ans dans un parc de Sainte-Catherine, en Montérégie. La jeune fille a même dû plonger à 2 reprises dans l'eau glacée du fleuve et nager jusqu'à une petite île pour échapper à ses agresseurs. Dompierre est détenu depuis 22 mois. Son avocate suggère qu'on le sorte de prison immédiatement. Il a fait amplement son temps et 2 ans pour un jeune homme de 18 ans. Il y en a qui feront beaucoup moins pour des causes beaucoup plus graves. Je crois qu'on ne plaide pas la même cause. C'est pas la même chose, pas les mêmes faits que nous plaidons. La poursuite recommande une sentence nettement supérieure à 10 ans. Les plaidoiries se poursuivront le 22 septembre. Joël Goulet, TVA, Longueuil. Plus tard, dans ce nouveau TVA 22h. À cause qu'elle est une jeune fille qui allait à l'école le lendemain, qui avait juste 14 ans. Comment interpréter ces propos pour le moins surprenants dans la bouche d'une avocate? On en reparle avec la criminaliste Maître Danielle Roy. On revient sur ce coup fumant contre un camion blindé de Sécuricor hier à Rigaud. Le butin des voleurs pourrait atteindre 10 millions de dollars. On en parle avec Pascal Derry. Pascal, il y a du nouveau ce soir. Bien, écoutez, Sophie, la Sûreté du Québec a décidé de prendre les grands moyens pour tenter de retracer les voleurs. Alors, demain matin, 7h30, il y aura un poste mobile d'enquête qui sera sur place et toutes les patrouilles vont intercepter à peu près tous les véhicules qui vont passer par là. Je parle au coin où l'événement a eu lieu, à la hauteur de la sortie 17 de l'autoroute 40. On veut voir si certains automobilistes auraient eu connaissance de déplacements suspects. Est-ce que quelqu'un aurait pu croiser le fameux camion Sécuricor en question? Bref, on fait vraiment appel au public pour cette enquête-là. Les gens peuvent aussi, se rendre sur place. Il y a un mobile d'enquête, comme je le mentionnais. Il y a également un numéro de téléphone si jamais des gens ont des informations à communiquer. Un numéro de téléphone qui est affiché d'ailleurs au bas de l'écran en ce moment, le 1-800-659-4264. Pour toute information, donc, on peut communiquer sur ce vol qui a eu lieu hier à Rigaud. Alors voilà pour ce qui est des informations de la Sûreté du Québec. Demain matin, 7h30, ils vont être là. On en prend note. Merci, Pascal. Au revoir, Sophie. Prix de l'essence maintenant qui baisse un peu, mais la tension demeure élevée du côté des camionneurs. Après avoir levé temporairement le blocus de la route 132 en Gaspésie, les camionneurs artisans menacent maintenant de paralyser les chantiers routiers à la grandeur du Québec. Ce qu'ils veulent, c'est une compensation pour la hausse du prix de l'essence. Robert Plouffe. C'est le retour à la normale sur la route 132 à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie. Le blocus a été levé, comme l'a exigé la ministre Nathalie Normando. C'était sa condition pour accepter de rencontrer les camionneurs qui avaient bloqué la route. Oui, il y a eu des effets négatifs. À preuve, c'est qu'il y a des élèves qui n'ont pas pu se rendre à l'école hier parce que la route 132 était bloquée. Il y a des gens qui ont été limités dans leurs activités. Alors, dans ce sens-là, je ne crois pas que le blocus serve les intérêts des Gaspésiens. Mais les camionneurs qui avaient réclamé cette rencontre avec la ministre ont décidé de se désister à la dernière minute. Ils ont choisi d'attendre l'issue des négociations entre l'Association nationale des camionneurs artisans et le ministère des Transports du Québec. Les camionneurs réclament un mécanisme de régulation automatique. Quand le prix de l'essence augmente au-delà d'un certain seuil, ils veulent être immédiatement compensés. Si ça descend, ça va descendre. Si ça monte, ça va monter. C'est ça qu'on est en train de négocier. L'Association des camionneurs artisans est bien déterminée non pas à faire reculer, mais bien à faire céder le ministère des Transports. On ne pense pas ici à un blocus, mais à quelque chose qui ferait tout aussi mal. Nous, si jamais le ministère dirait non, on cesserait de transporter.
C'est la première action qu'on ferait. On cesserait de transporter. En cessant de transporter, c'est tout ce que c'est qu'une construction au Québec qui arrêterait, là, puis ça serait énorme. Il est peu probable que le gouvernement ait le goût de voir les chantiers routiers paralysés. Le ministère des Finances, s'il y a des solutions qui sont possibles, quelles sont-elles? Donc, ils sont à l'œuvre actuellement pour voir s'il n'y aurait pas certaines possibilités. La ministre Normando insiste pour dire que l'appel des camionneurs a été entendu et que le gouvernement comprend leur réalité. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Puis il y a une autre petite révolte qui s'organise contre la flambée des prix de l'essence. L'idée d'un automobiliste de Sherbrooke de multiplier les achats d'une scène d'essence fait vraiment boule de neige. C'est dimanche qu'aura lieu le véritable test, cependant. Marcel Gagnon. Yves Charron a lancé il y a 48 heures à peine cette idée où, durant une journée, les automobilistes se concertent pour n'acheter que pour quelques sous d'essence à la fois, question de ralentir les activités des grandes pétrolières, que déjà son site Internet 11septembre2005.ca a été visité par plus de 20 000 internautes. Il dit avoir déjà reçu l'appui de quelques 1400 automobilistes de partout au Québec, prêts à aider à la bonne marche de la manifestation dimanche. Les stations que l'on vise, ce sont des stations qui appartiennent aux multinationales. Ce ne sont pas les petites stations des indépendants qui eux-mêmes sont pris à l'intérieur de cette guerre de prix-là. Il visait d'abord les grandes villes telles Montréal, Québec et Sherbrooke. Il semble que la réponse soit telle que dimanche le 11, des manifestations pourraient avoir lieu dans une vingtaine de municipalités. Les automobilistes seront invités à se rendre à un point de ralliement à déterminer. À Sherbrooke, ce sera devant les bureaux de Jean Charest, pour ensuite se rendre dans les stations-service. Là, vous n'avez eu pour 6 sous? Oui. Il ne faut pas oublier qu'à 1,34 $, le litre, la pompe part très rapidement. C'est ça. Ensuite de ça, prendre le temps de bien laver vos vitres. Et on invitera les automobilistes participants à vérifier l'huile. C'est beau. À vérifier l'air dans les pneus et question d'étirer le temps à demander la clé de la toilette, à utiliser l'eau chaude et finalement à acquitter le montant de l'achat avec une carte de crédit, les détaillants ayant à assumer des frais d'utilisation. J'ai mis 6 sous d'essence. Non, c'est pas grave. Non, c'est bon, monsieur. Parfait. Ils n'ont même pas voulu prendre mon paiement. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire en fin de semaine, mais... Et la salle de toilette? J'ai oublié. Ce qu'ils visent, faire réfléchir les pétrolières sur l'impact que peut avoir une action massive des consommateurs. Ça n'arrêtera pas là. Tant que les gouvernements n'auront pas réagi, tant que M. Charest et M. Martin ne se seront pas réveillés. Ah, j'appuie. Ah oui. Yves Charron croit qu'ils seront 100 000 à travers la province à manifester dimanche. Marcel Gagnon, TVA, Sherbrooke. Et ça, on va le voir dimanche. En attendant, on joint Lina Dib qui est à Ottawa. Lina, les gouvernements n'ont pas une part de responsabilité dans cette flambée des prix? Ça, c'est la question à 2 $ le litre, Sophie. En tout cas, à chaque fois que le prix de l'essence augmente, la scène politique s'agite. Le Parlement n'a même pas repris ses travaux et déjà, il y a un comité parlementaire qui, dans quelques jours, va venir siéger pour se pencher sur le problème. L'autre question, c'est combien est-ce que cette nouvelle hausse des prix de l'essence rapporte au gouvernement fédéral? Voici la réponse. Pendant que les automobilistes font le plein de colère, les coffres du gouvernement fédéral font le plein d'argent en taxes récoltées sur l'essence plus chère. La TPS. À la dernière flambée des prix, au printemps 2004, Ottawa a promis l'argent supplémentaire aux hôpitaux. Cette annonce-là avait été faite en catastrophe à la veille de la campagne électorale en 2004. Mais ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est un véritable plan d'action d'intervention pour contrer les hausses indues du prix de l'essence. Tout de même, la promesse a été respectée et a rapporté 150 millions de dollars aux hôpitaux. Et cette promesse n'est pas renouvelée à cette nouvelle hausse des prix et des revenus de TPS. C'est pas des milliards de dollars en ce qui concerne la TPS. Pas des milliards, mais probablement entre 300 et 500 millions cette année si le prix de l'essence se maintient aussi haut. Un estimé fait par la Fédération des contribuables canadiens qui réclame une baisse des taxes sur l'essence. Mais selon ce militant pour le contrôle des prix de l'essence, baisser les taxes, ce ne serait qu'une goutte dans l'océan. Ça ne changerait rien, mais vraiment rien du tout à la problématique. Si vous regardez le prix de l'essence sans les taxes, vendredi dernier ici à Montréal, c'était 95 cents le litre. Tout de même, il note qu'Ottawa préfère baisser les impôts des compagnies de pétrole. Le gouvernement a privilégié dans les dernières années de réduire la fiscalité des pétrolières et peut-être pas le fardeau des consommateurs. Une théorie veut que l'argent supplémentaire qu'Ottawa met dans une poche ressort tout aussi vite de son autre poche. Parce qu'après tout, le gouvernement fédéral aussi consomme de l'essence. Tout de même, c'est le ministre des Finances qui a fait les calculs l'an dernier avant de donner tous ces millions de dollars aux hôpitaux. Des calculs peut-être bien plus politiques que fiscaux. En tout cas, il n'a pas l'intention de répéter l'expérience cette année. Lina Dib, TVA, Ottawa.
bien, Colette, aujourd'hui, une journée d'essuie-glace, position maximum. Hein? Oui, absolument, mais c'était quand même une belle journée. On a eu de la pluie et petite surprise à certains endroits concernant les accumulations de pluie. À 18 h, je disais, bon, il est tombé tout près de 10 mm de pluie. C'est ce qui était prévu. Finalement, écoutez, 5 à 10 mm de pluie, oui, dans les Laurentides, mais quand même ailleurs sur le sud-ouest et le centre du Québec, entre 15 et 30 mm de pluie sont tombés, jusqu'à 50 dans la région de Saint-Anicet. Heureusement, c'est terminé. Il reste quelques gouttes de pluie sur la région de Sherbrooke. Ça devrait cesser bientôt. Et le retour du beau temps demain, on regarde ça en détail plus tard. À tantôt. Qu'ira donc faire Denise Bombardier à l'émission Star Academy? On en reparle avec elle au retour de la pause. Il y a l'auto 649 avec ça, s'il vous plaît. Oui. Prochain tirage, 8 millions. C'est à vous, ce beau sourire-là? Soyez toujours gentil avec ceux qui jouent l'auto 649. Non, mais sérieusement, c'est à vous? Rappelez-vous l'ancienne familiale d'autrefois. Eh bien, on a décidé de la faire évoluer d'un coup, en la dotant d'une traction intégrale, d'un aménagement polyvalent pour cette personne, d'un système de sécurité personnalisé et d'un style aussi parfaitement adapté à notre goût que celui des vôtres. Ford Freestyle, la nouvelle familiale utilitaire sport. Ford, bien pensé. À l'auto 649 avec ça, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Prochain tirage, 8 millions. Est-ce que vous êtes un couple? Non, juste des amis. C'est dommage. Soyez toujours gentil avec ceux qui jouent l'auto 649. Vous êtes plus grande, là, mais c'est pas grave. Un éternel hiver. Le spectacle musical entièrement écrit par Linda Lemay. Un hymne à la vie. Les remords me rongent et je me repens de tous mes serments, de tous mes mensonges. Tu es la lumière de notre bercail et mon seul repère. Je veux pas que tu t'en ailles. 2 heures d'émotion, 5 interprètes exceptionnels. Un éternel hiver. Le spectacle musical de l'année. Billets disponibles dès maintenant. Ce vendredi, faites la fête. À 9 h, les deux filles reçoivent Michel Louvain et Denis Bouchard. Et à 10 h, comment réaliser votre party? Avec les meilleurs cocktails. Deux filles le matin et tout simplement Claudine, ce vendredi dès 9 h à TVA. Ce jeudi, à Sucré Salé, nous recevons l'homme qui a inspiré la série Le Négociateur, Claude Poirier, et l'humoriste Laurent Paquin se rend à son gala Juste pour rire en limousine. Directement de la Ronde, ce jeudi, 18h30. Toute une défaite juridique pour la compagnie AgroPure qui a été condamnée à verser plusieurs millions de dollars à l'entreprise du Saguenay, Ségerco. Après 3 ans de débats juridiques, la Cour supérieure du Québec ordonne à AgroPure de verser 7 millions de dollars à l'entrepreneur saguenéen. Une somme qui représente le montant dépensé pour la construction de l'usine de transformation du lait de Chambord. AgroPure avait fermé l'usine peu de temps après l'avoir achetée, une fermeture qui avait d'ailleurs provoqué de nombreuses manifestations des producteurs de lait de la région. Bonne nouvelle pour les travailleurs de l'IMEL de Princeville. L'entreprise a annoncé qu'elle souhaite non seulement rouvrir son usine, mais aussi y investir 3 millions de dollars. L'entreprise, qui avait fermé ses portes il y a 15 mois, pourrait rappeler tous ses anciens travailleurs. L'entreprise veut non seulement reprendre sa production d'abattage de porc, mais souhaite aussi se lancer du côté de la production bovine. Depuis près de 20 ans maintenant, les chercheurs et les scientifiques travaillent pour mettre au point un vaccin anti-sida qui permettrait de freiner l'évolution de la maladie. Plus de 800 chercheurs venus des 4 coins du monde sont réunis à Montréal pour présenter le résultat de leurs recherches. Il y a des progrès, des essais cliniques sont faits, mais on est encore bien loin d'un vaccin. Et ce qui inquiète les médecins et les chercheurs, c'est que la maladie fait encore beaucoup de ravages chez nous. Au Québec, comme dans beaucoup d'endroits, on a vu une sorte de résurgence de nouveaux cas d'infection. Dû à quoi? Dû probablement à l'optimisme face au VIH, à la trithérapie. On a dit c'est moins difficile, c'est moins grave qu'avant, les gens sont bien contrôlés et donc on a pris certaines libertés. Le combat est donc loin d'être terminé. 40 millions de personnes sont atteintes du sida à travers le monde. Des manifestations anti-charia ont eu lieu aujourd'hui un peu partout au Canada. Pas de charia au Canada! Pas de charia au Canada!
Des groupes de femmes sont descendus dans la rue pour demander au gouvernement de l'Ontario de ne pas autoriser la création de tribunaux islamiques pour régler les litiges civils et matrimoniaux des musulmans. Ces groupes estiment que la charia, la loi islamique, va à l'encontre de la Charte canadienne qui protège les droits des femmes, notamment sur des sujets comme la polygamie, le mariage des enfants à partir de 9 ans et le partage de l'héritage. L'Ontario doit se prononcer sur une proposition qui lui a été faite de créer des instances d'arbitrage fondées sur la charia. Alors, on apprenait hier que notre collègue Denise Bombardier serait la nouvelle gardienne de la langue française, de l'expression pour la nouvelle saison de Star Academy. Vous avez dû vous en faire parler beaucoup aujourd'hui, Denise. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis dans quelque sorte un peu surprise moi-même d'être à Star Academy. Si on m'avait dit ça il y a 2 ans, je vous assure, je ne l'aurais pas cru. Ah bon? Mais après ce qui est arrivé, en fait, la gardienne, c'est un grand honneur. Mais en tout cas, c'est sûr que je suis un défenseur de la langue française. Oui, et vous êtes connue pour ça depuis tout à fait, depuis très longtemps. et j'y crois profondément. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui ont sursauté, connaissant votre nouveau rôle. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous dire une chose. Après le débat que j'ai eu cette année, au cours de l'année avec les humoristes, la dénonciation que j'ai faite de la langue de certains humoristes, la réaction très, très, très forte que ça a déclenché et aussi des réactions très, très négatives et très dommageables d'ailleurs et très tristes finalement d'un certain nombre d'entre eux. Quand on m'a offert d'aller à Star Academy, on m'a dit, vous savez, on leur apprend à parler, à chanter, on leur apprend à danser, on leur apprend à se comporter, à se maquiller, mais on ne leur apprend pas à s'exprimer. Et quand Julie Schneider m'a dit ça, j'ai dit oui, je vais y aller, parce que j'ai compris exactement ce que c'était, parce que je sais que dans les écoles, il y a des professeurs de français qui n'arrivent pas à reprendre les élèves quand les élèves s'expriment, parce qu'on leur dit non, il ne faut pas faire ça, ça les humilie et tout, et que les professeurs de français n'ont pas l'appui d'un certain nombre de leurs collègues pour pouvoir défendre cette qualité de langue. Et bien, si c'est Star Academy qui peut devenir un moyen pédagogique pour défendre... Vous dites oui. Je dis oui, mais sans aucune objection et sans aucune restriction. Vous avez eu des réactions de professeurs de français? Oui, cet après-midi, le dernier téléphone, c'est un professeur de philosophie d'un cégep qui m'a appelé pour me dire que c'était formidable et que ça aidait tous les collègues, et tous ses collègues et tous les gens qui apprenaient aux élèves non seulement à parler, mais à penser. Il m'a dit c'est formidable parce que ça va rejoindre tout le monde. Parce que vous savez, toutes les familles regardent ça. Et les jeunes qui vont regarder ça, les petits-enfants qui vont regarder ça, ils vont se dire « Ah bon, c'est important de bien parler, oui. Puis on gagne un trophée quand on s'exprime bien. Puis pas seulement on gagne un trophée, puis on gagne de l'argent parce qu'il y a une bourse en plus. Alors imaginez-vous le message, de symbole. Mais bien sûr, de dire qu'au Québec, bien s'exprimer, c'est important, que ça se récompense et puis qu'en plus, c'est payant. Et moi, j'allais refuser ça, mais pas du tout. C'est formidable. C'est un instrument pédagogique extraordinaire. Et c'est un instrument comme devrait être le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation devrait faire des campagnes pour favoriser l'expression, mais ils ne le font pas. Ils n'osent pas le faire parce que supposément, c'est élitiste. C'est le même débat depuis 50 ans. Qu'est-ce qu'on disait il y a 50, il y a 40, il y a 30, il y a 20 ans? On disait, quand un garçon s'exprimait bien, on disait c'est une tapette. Puis quand une fille s'exprimait bien, on disait elle est snob. Eh bien, à peu de choses près, c'est encore ce qu'on dit. Et vous savez, je rappelle là, cette très belle phrase de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà. Merci beaucoup, Denise. Au retour, appel à l'engorgement des stations-service, utile ou futile? Design audacieux. Puissance incroyable. La grande liquidation 2005 de Nissan. C'est maintenant ou jamais. Profitez des meilleures offres de l'année. Aucun dépôt initial, aucun dépôt de sécurité et financement de 0,8% à la location ou à l'achat sur la plus attrayante gamme de modèles qui soit. Seulement durant la grande liquidation Nissan, maintenant ou jamais. Faites vite, avant qu'il ne soit trop tard. Réflexe! Pour la photo, normal d'avoir le réflexe Tanguay électronique parce que cette caméra Sony 4 mégapixels avec écran moniteur 2.5 pouces est à 369 $ ou 36 versements de 10 $. Pour la photo, réflexe Tanguay électronique. Cet automne, c'est une véritable récolte de cadeaux.
Jusqu'au 18 septembre, on célèbre la nouvelle saison mode. Procurez-vous la carte surprise et remportez jusqu'à 20 % de rabais, des cadeaux ou même 4 000 $ d'achat au Centre Les Rivières. Jusqu'au 18 septembre, vous gagnez à tout coup. Merci, ma tante. Mode de vie, Les Rivières. Nouveau à Shawinigan-Sud, un développement domiciliaire vraiment exceptionnel. De très grands terrains sans voisins arriérés tout près du centre-ville de Shawinigan-Sud. Un site magnifique. Un environnement naturel d'une beauté extraordinaire. Le décor parfait pour établir votre nouvelle résidence. Aujourd'hui, tout le monde recherche des endroits pour construire leur résidence et veulent aussi être près des services de la ville. À Shawinigan-Sud, sur la 3e avenue, c'est maintenant possible. Information 538-4665. La semaine prochaine, beaucoup de style, beaucoup de nouveautés. Dès lundi 12 septembre, 19h, c'est le début du sketch show. 19h30, c'est le retour en classe de Star Academy, la quotidienne. 20h, Annie et ses hommes. 21h, le petit monde de Laura Cadieux. Et 21h30, c'est l'arrivée des ex. Mardi 13 septembre, 21h, une première remplie de promesses. Mercredi 14 septembre, 20h, les poupées russes. Et à 21h, pour réussir sa vie, faut voir clair. TVA, ma télé, mon style. Pour le cinéma maison, normal d'avoir le réflexe Tanguay électronique parce que ce puissant ensemble avec amplificateur Denon et 6 caisses de son énergie est réduit à 899 $ ou 25 $ par mois. Pour le cinéma maison, Tanguay électronique. On va revenir sur le reportage de Joël Goulet, que vous avez peut-être vu. Frédéric Dompierre, qui a été reconnu coupable du viol sauvage d'une adolescente sur la Rive-Sud de Montréal en novembre 2003. La victime de 14 ans avait été battue, violée par Dompierre et son complice. Et 2 fois, elle avait tenté de leur échapper en plongeant dans l'eau glacée du fleuve. Aujourd'hui, donc, aux représentations sur sentence, l'avocate de Dompierre a tenu des propos qui font dresser les cheveux sur la tête pour tenter de convaincre le juge. Je vais vous lire quelques extraits. Par exemple, « En mon âme et conscience, je ne peux admettre que mon client a commis des actes répréhensibles pour la société. » Ensuite, « Elle a eu plusieurs occasions de se sauver, mais elle ne l'a pas fait. » Encore, « Mon client n'a jamais attaché ni ligoté la victime. Il ne lui a infligé aucune blessure pendant l'acte sexuel. » Et une dernière, elle voulait du bon temps. Elle s'est d'abord rendue elle-même au CLSC. Alors, pour commenter, la criminaliste Danielle Roy qui est avec nous. Bonsoir, Maître Roy. Bonsoir, Mme Thibault. Dites-moi, en tant qu'avocate, comment vous réagissez à des propos pareils? Écoutez, ce sont des propos qui sont fort surprenants puisqu'ils ne respectent certainement pas l'esprit de la loi. Depuis de nombreuses années maintenant, il est très, très clair et ça a été établi très clairement dans le Code criminel que non, c'est non. Ce ne sont pas des circonstances atténuantes. On ne peut pas dire qu'une victime a couru après son malheur. L'autre aspect qui apparaît surprenant aussi, c'est que M. Dompierre a été trouvé coupable. Il est donc un peu surprenant de voir que l'avocate nous dit en mon âme et conscience, je ne peux pas penser que mon client a commis des actes répréhensibles. Oui, il a été reconnu coupable. Eh bien, tout à fait. Et les avocats ont le devoir de respecter les jugements des tribunaux. On peut ne pas être d'accord avec un jugement. Si on n'est pas d'accord avec un jugement, on va en appel, mais on doit supporter l'autorité judiciaire et on a le devoir de respecter ces jugements-là. Bon, vous avez ouvert la porte un petit peu, là. Beaucoup de femmes, effectivement, ont dû tomber un petit peu en bas de leur chaise en entendant ça. C'est pas loin du discours là, qui veut que quand une femme dit non, au fond, ça veut dire oui. Oui, effectivement. Et comme je vous dis, ça ne respecte pas l'esprit de la loi, puisque pour la loi, c'est clair, non, c'est non. On peut dire non à toute étape du processus. Je peux vous donner toutes sortes d'exemples. On pourrait très bien s'engager dans un type de relation sexuelle et décider de ne pas poursuivre, et cette décision-là doit être respectée. Alors, on ne peut pas dire que parce qu'une adolescente décide de suivre 2 copains dans un parc, décide d'être chez elle après les heures ou de sortir, qu'elle a nécessairement consenti à ce qui s'est passé. Et qu'elle a attiré le trouble. Est-ce qu'il pourrait y avoir des sanctions contre l'avocate? Bien, écoutez, est-ce qu'il pourrait y avoir des sanctions? Ces propos sont vraiment à la limite de ce que je pense qu'un avocat peut faire devant les tribunaux. Évidemment, l'avocat a beaucoup de latitude dans des représentations sur sentence, puisque le rôle d'un avocat de la défense, c'est de tenter d'amener, de faire réaliser au juge qu'il y a des aspects plus mitigés, de faire ressortir les points qui sont un peu plus positifs pour son client. Maintenant, dans ce cas-là, je pense que l'avocate est vraiment allée à la limite et ça ne me semble pas respecter l'autorité. On verra de toute façon, ce sont des propos qui vont faire jaser énormément demain. J'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, Maître Roy. Merci. Au revoir. Au revoir.
Et voici une histoire qui risque de vous inciter à un peu plus de prudence avec vos informations personnelles. Vous savez peut-être pas, mais vos informations personnelles se retrouvent probablement dans toutes sortes de banques de données informatisées. Ces banques sont de plus en plus la cible du crime organisé qui s'en sert pour voler l'identité de centaines de milliers de personnes au pays chaque année. Michel Jean de JE est avec nous. Michel, ça se fait là, sans qu'on en entende même parler, hein? Oui, effectivement. Et pourtant, de nouveaux cas surviennent chaque mois. C'est devenu une épidémie. Moins risqués et plus payants, les vols de banques de données ont remplacé les vols de banques d'autrefois. Des crimes qui font peu de bruit, mais beaucoup de victimes. Un crime en apparence sans gravité, passé presque inaperçu au début de l'été. Des voleurs s'emparent d'un ordinateur dans un édifice de Winnipeg. Quelques jours plus tard, Mary, Guylaine et Caroline, employées d'un magasin d'alimentation, reçoivent cette lettre qui leur annonce qu'elles ont été victimes d'un vol d'identité. C'était vraiment la panique, là. T'sais, moi, surtout quand il y a eu, c'est sûr, c'était la panique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Les voleurs se sont emparés des informations personnelles des 500 000 personnes qui ont contribué au régime de retraite des membres du syndicat des travailleurs de l'alimentation et du commerce du Canada. Les victimes doivent prévenir les agences de crédit et leurs institutions financières, mais quand un demi-million de personnes appellent en même temps... Moi, j'ai beau appeler, puis dans les heures que je travaille, j'ai jamais été capable de rejoindre. Les gens doivent être conscients que le crime organisé s'intéresse à leur renseignement personnel, qu'il est très facile de devenir victime de fraude, de vol d'identité. Le vol de Winnipeg n'est qu'un cas parmi d'autres. Il y en a de nouveaux chaque mois. Le président de la Commission d'accès à l'information du Québec croit que les entreprises ne réalisent pas toujours la valeur des informations qu'elles détiennent. C'est très difficile de se rendre compte qu'on doit traiter un disque dur de la même façon qu'on traiterait des lingots d'or. Il y a une culture à développer de ce côté-là. La loi impose à toute entreprise qui recueille des renseignements personnels l'obligation de prendre des mesures sécuritaires. Moi, je pense qu'ils ont pensé qu'ils étaient suffisamment protégés. Et force est de constater que ça aurait pris peut-être encore plus. Visiblement, ils s'étaient trompés. Force est de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a été capable de passer à travers le système quand même. En attendant, 500 000 personnes sont menacées de vol d'identité, un cauchemar, Sophie, avec lequel ils vont devoir vivre pendant de longs mois. Oui. On va en savoir un peu plus demain, Michel. Oui, demain, on va montrer que les mesures de sécurité sont souvent renforcées après le passage des voleurs et on va vous présenter un reportage qui montre que les entreprises pourraient facilement mieux protéger vos informations personnelles. Donc, c'est demain, Annie Gagnon et moi et toute l'équipe, on est très fébriles. C'est la première demain, une nouvelle formule, un nouveau décor que vous entrevoyez ce soir. Ben oui. Et vous allez notamment découvrir de nouvelles chroniques, dont les tests de JE, demain donc, 19h. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, ça va sûrement vous faire plaisir. On va revenir sur le prix de l'essence à la pompe, les profits des pétrolières qui font rager à peu près tout le monde. Mais il y a des gens qui ont décidé d'agir. On a vu un petit peu plus tôt qu'il y aura une manifestation au Québec dimanche. On invite les automobilistes à mettre 1 cent, 2, 3 cents d'essence dans le réservoir, à payer avec une carte de crédit et à profiter à peu près tous les services des stations-service visées. Alors, pour en discuter, on reçoit celui qui a eu l'idée, M. Yves Charron. Bonsoir, M. Charron. Bonsoir. Dites-moi, ça va sûrement faire du bien à beaucoup d'automobilistes là, dimanche, en tout cas ceux qui vont répondre à votre invitation. Mais est-ce que c'est pas un autre coup d'épée dans l'eau? Moi, je suis pas sûr, parce que ce que je me dis, c'est que si les Québécois sont solidaires et que nous sortons en masse, de façon massive, le gouvernement n'aura pas le choix de réagir et d'utiliser, en particulier M. Charest pourrait utiliser carrément la loi qui a été votée en 1993 de façon à plafonner au moins le prix de l'essence et de cesser les profits exorbitants qui sont pris présentement sur les marges de raffinerie. Vous pensez que c'est l'aspect visibilité là, qui va faire une différence? Parce qu'on sait ce que ça donne, les boycotts. C'est pas la première fois. On voit sur Internet, on reçoit des invitations 15 fois par jour et on sait que ça donne pas grand-chose. Bien, moi, ce que je peux dire, c'est que présentement, mon mouvement semble intéresser énormément les pétrolières, puisque juste pour la journée d'hier, 153 fois, il y a eu des personnes de chez Exxon aux États-Unis qui sont venues visiter le site Internet. Oui, ils sont sûrement curieux, si on peut le comprendre. Mais bon, l'idée de plafonnement des prix, là, il n'y a pas beaucoup d'économistes qui disent que c'est la solution. Une de vos solutions, vous, c'est la nationalisation? Oui.
Bon, ça n'a pas emballé grand monde. Vous le savez aussi, l'aventure de Petrofina, là, ça nous a coûté des milliards. Ça semble pas être une solution non plus. Bien, moi, dans ma tête à moi, c'est que si on pourrait au moins nationaliser notre pétrole, au moins on serait plus indépendant du marché. On est un pays qui est exportateur de pétrole à l'heure actuelle. Pourquoi ne pas bénéficier nous-mêmes de nos ressources et pourquoi en faire bénéficier les Américains avant d'en profiter nous autres mêmes? Ouais. Les indépendants accusaient au début de la semaine, je ne sais pas si vous avez entendu ça, ils accusaient les raffineurs qui se prennent des marges de profit astronomiques. Là. On est rendu à 39 cents le litre. Certains, j'ai reçu des courriels aujourd'hui là-dessus, il y a des gens qui se demandent pourquoi vous n'avez pas concentré sur les raffineries. Bien, c'est-à-dire, on se concentre. Il y a deux raffineries qui vont être visées dimanche. Oui. Mais veut pas, on ne peut pas se mettre à coût de 5, 10, 15 000 personnes devant une raffinerie. C'est techniquement impossible. Et ce qui fait le plus mal aux pétrolières, c'est plutôt d'aller bloquer leurs stations-service corporatives. Parce que les stations qui vont être bloquées dimanche, ce ne sont pas les stations des indépendants, mais plutôt les stations corporatives. Oui, c'est indépendants qui vont sûrement vous regarder aller avec intérêt aussi. Alors, on verra ça dimanche. Merci beaucoup, M. Charron. Merci. On vous a présenté beaucoup d'images de quartiers dévastés, d'inondations, de pillages au cours des derniers jours. Mais Katrina, c'est une catastrophe qui a d'abord détruit ou transformé des centaines de milliers de vies. Et pendant son séjour au Mississippi, Jean-François Guérin en a rencontré des sinistrés. Et ce qu'il retient de leur attitude a de quoi surprendre. S'il y a une leçon à retenir de notre séjour d'un peu plus d'une semaine dans le sud du Mississippi, c'est que parfois, et même souvent, diront certains, il y a beaucoup plus que ce que l'œil peut voir. Bien sûr, comme vous, en parcourant la côte du Mississippi, on a été en mesure de voir l'ampleur de la désolation provoquée par l'ouragan Katrina. Ces maisons, ces commerces détruits, vraiment cette côte qui est à refaire à zéro. Ça a été frappant. D'ailleurs, parenthèse, on s'est demandé si par nos images, nos propos dans nos reportages, on était en mesure de vous faire sentir à quel point la situation est vraiment grave ici, est vraiment tragique. Mais ce qui a été frappant également dans tout ça, c'est le caractère, le comportement de la population du sud du Mississippi. Vous savez, le sud du Mississippi, c'est l'un des États les plus pauvres aux États-Unis. Et ces gens-là, vraiment, tous les gens qu'on a croisés sur notre route depuis un peu plus d'une semaine, ont été admirables. Admirables par leur attitude, leur courage, leur optimisme. Et vous le voyez avec ce qui nous entoure, pas évident d'être optimiste lorsque c'est votre maison qui a été détruite comme celle-là. Tous les gens qu'on a rencontrés, lorsqu'on leur disait « Nous sommes de la télévision du Canada, nous sommes venus de Montréal », les gens nous disaient « Merci, merci d'être venus, merci de sensibiliser l'opinion publique à notre situation. » Les gens nous serraient la main, on sentait qu'ils étaient contents de nous voir. Vous savez, on accuse souvent les Américains d'être un peu suffisants, d'être repliés sur eux-mêmes. Vraiment pas dans ce cas-ci. Les gens étaient très contents de nous voir, très heureux de nous faire partager l'épreuve qu'ils vivent ici. Également, à vous mentionner, en aucun temps, lors de nos différents tournages, quelqu'un nous a refusé une entrevue. Vous en doutez bien, on arrive en des temps extrêmement difficiles. Votre maison a été emportée, vous n'avez plus rien. Un journaliste arrive du Canada pour vous demander vos commentaires. Vous pourriez très bien lui dire, écoutez, je ne me sens pas assez en forme pour vous parler. Chaque fois, la porte était ouverte. Chaque fois, les gens nous serraient la main. Semblaient sentir qu'on venait partager un petit peu, porter un peu sur nos épaules un peu de leur fardeau. Et vraiment, de ce côté-là, c'est admirable. Donc, évidemment, les gens du Mississippi ont toute une pente à remonter, tout est à refaire ici, mais avec l'attitude, la foi et l'optimisme qu'ils ont, tout est possible. Jean-François Guérin, TVA, à Biloxi, au Mississippi. Au retour, le compositeur et ex-bassiste du groupe Pink Floyd veut s'associer au Cirque du Soleil. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Une chance qu'on n'a pas à sortir. Pour visionner des centaines de films à succès disponibles en tout temps, faites le 900 sur Illico. Avec Illico sur demande, regardez ce que vous voulez, quand vous le voulez, avec les mêmes fonctions que lecteur DVD. Maintenant à l'affiche, le suspense Otage de la peur, avec Bruce Willis. Un petit 900?
du câble. C'est l'heure de vos nouvelles culturelles. Bonsoir, Alexandra. Sophie. Alors, un dernier clin d'œil à l'été, là, en regardant les succès de la belle saison. Oui, voilà. Je suis allée demander à nos artistes quel avait été leur coup de cœur sur la scène artistique l'été dernier. Et si on commençait par vous, Sophie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Oh mon Dieu, j'étais partie tout l'été. Je sais pas, le Moulin Rouge, non, c'est pas bon, ça. Le Moulin Rouge. Ah, d'accord, grande vacancière. Oui, c'est ça. Et vous? Écoutez, grande vacancière aussi. J'étais à Venise et j'ai pu voir l'extraordinaire Biennale. Oh là là. Mais nos artistes C'est dur à battre, ça. beaucoup aimé ce qui s'est passé chez nous. On les écoute. Pierrette Robitaille, un petit coup de cœur estival? Oui, j'ai vu l'horloge biologique et j'ai bien apprécié. Pourquoi? Ah, c'est tellement ça. Rien que depuis qu'on est rentré dans le resto, là, il y a au moins 3 filles avec qui je coucherais drette là. Les disques que j'écoute présentement, c'est Pink Martini et puis Françoise Hardy. C'est ma toune de l'été et c'est J'entends ta voix de France d'Amour. J'entends ta voix. Je suis allée voir Crazy. Comment tu Et l'as puis, appelé? j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était formidablement interprété. Crazy. J'ai découvert Guy Nantel, qui pour moi, ça a été une révélation. J'ai trouvé extraordinaire. Qu'est-ce qui a marqué votre été culturel? Crazy. Ah oui, pourquoi? C'est peut-être sorti avant l'été. Non, c'est sorti cet été. Mais je trouve que c'est un film extraordinaire. Tout est bon. Les comédiens sont remarquables, le texte, tout est bon. J'ai adoré Crazy. La vie de la famille qui est là, tout ce qui grouille là-dedans. J'ai adoré Aurore. Je trouvais que c'était vraiment un beau film, malgré la dureté. Un livre, je pense. J'ai lu de Paul Theroux, qui est un journaliste émérite américain, qui s'est donné comme défi de traverser le continent africain à partir de l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud, sans quitter le sol, ce qui est toute une aventure. Horloge biologique. Pourquoi? Parce que ma blonde joue dedans. C'est plus fort que moi. Hey, t'es toujours là. Il n'est pas québécois, je suis désolé. C'est un system of a Down. C'est de la musique très soft, très mollo, à la limite presque symphonique, mais avec beaucoup d'énergie. Je pense que ça a été le visionnement de Crazy. Oui, qui a été pour moi une révélation. J'ai entendu un « Ah! » Oui. Bien, la même chose que moi. Mon gros coup de cœur va à Stéphane Rousseau. Je l'écoute et j'arrête pas de l'écouter. Ça s'appelle Arcade Fire. Wow, wow, j'entends ta voix. J'entends ta voix! Oh là là, en tout cas, c'est pas Éric Salvaire. C'était son hommage. Le talent de chanteur d'Éric. Son hommage à France d'Amour, mais ce qu'on remarque vraiment, c'est que le cinéma québécois est très, très fort et les chiffres sont là pour le démontrer. La Cinéac a dévoilé aujourd'hui le résultat du box-office pour le cinéma québécois et 2005 a été un été record. La part de marché est exceptionnelle, 21,66 % grâce aux Crazy et Aurore qui battent, regardez bien, La Guerre des mondes et même Batman. Et si vous regardez la 7e position, elle est occupée par Horloge biologique. Alors, franchement, là, ça va très bien. Monsieur et Mrs. Smith, ah oui, ça, c'était quelque chose. Mais enfin, Oui. c'est un autre genre. Maintenant, après les Beatles, dans le Cirque du Soleil, qui pourrait travailler avec d'autres légendes du monde de la musique. Peut-être. Alors, l'organisation de Guy Laliberté est en pourparlers en ce moment avec l'ex-membre de Pink Floyd, Roger Waters. Ça fait longtemps qu'il souhaite adapter The Wall, chose qui sera faite à Broadway. Et il pense confier la mise en scène au Cirque du Soleil, mais rien n'est encore conclu. Vous parliez des cow-boys fringants, là, pour l'appel pour le Niger, ça a été entendu, hein? Tout à fait. On en parlait hier. Les cow-boys fringants s'impliquent dans la cause de la famine au Niger. Plus d'1 million d'enfants sont victimes de cette crise alimentaire et tous les billets ont été vendus pour le spectacle bénéfice qu'ils vont donner le 20 septembre prochain. Donc, 46 200 $ qui seront versés à Oxfam Québec pour Urgence Niger.
Donc, franchement, comme vous dites, un appel qui a été très bien entendu. Ouais. Et le public est fidèle à Marie-Chantal Toupin et Nicolas Ciccone. Hein? D'abord, le bel Italo québécois, son album « Je t'aime tout court » figure pour la 100e semaine au palmarès Top Vente. Et du côté de Mademoiselle Toupin, celle qui fait des tournées marathon, eh bien, elle ajoute une supplémentaire à Montréal le 16 novembre au Théâtre Saint-Denis. Voilà, Sophie, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Alexandra. Au revoir. À demain. La météo vous est présentée par Huntley d'Afrique du Sud. Huntley, un coup de cœur. Et on a vraiment de bonnes nouvelles jusqu'à présent. Belle fin de semaine en perspective, mais regardons à plus court terme ce qui va se passer. Alors, bon, front froid qui a traversé nos secteurs, ça draine de l'air un peu plus frais. Donc, la nuit prochaine, je peux vous dire que présentement, on a besoin d'un chandail. Les températures vont revenir plus près des valeurs saisonnières. On n'était pas habitués, on était vraiment gâtés. Alors, demain, quand même, des températures tout près du 20, 21 et 22 degrés. Et ce sera le retour du beau temps. Alors, en détail, ce que ça donne pour tout le Québec. Donc, demain, belle journée. Les nuages seront fréquents pour les Laurentides, la Naudière et la Mauricie. Des éclaircies pour l'Estrie, quelques passages nuageux pour l'Outaouais et Montréal et des températures qui varieront entre 19 et 21 degrés. Et en passant, Sophie, les normales saisonnières sont de 11 degrés la nuit et 21 degrés le jour. Ça, c'est vraiment pour le sud-ouest du Québec. L'aperçu pour samedi, regardez, le beau temps va se poursuivre, du temps généralement ensoleillé, des vents qui seront légers. Pour l'Estrie, on prévoit un mélange de soleil et de nuages et encore une fois, des maximums de 18 à 21 degrés, 24 pour l'Outaouais. Centre du Québec, là aussi, ce sera beau demain. Pour tous les secteurs, les nuages seront un petit peu plus fréquents. Donc, on prévoit un mélange de soleil et de nuages, des températures de 16 à 20 degrés, sauf pour les îles de la Madeleine, où il y aura des averses. Ce sera un peu plus venteux et là aussi un maximum de 16 degrés. Samedi, les averses vont encore se poursuivre pour les îles de la Madeleine, mais partout ailleurs, belle journée ensoleillée, quelques passages nuageux et des températures un petit peu plus fraîches. 13 à 18 degrés comme maximum. Au nord et à l'est du Québec, eh bien, pour la baie James, des éclaircies et des averses, 12 degrés. 13 pour Fermont, sous un ciel couvert avec des averses. Ailleurs, ce sera quand même beau, moitié soleil, moitié nuage. Et samedi, le beau temps se poursuivra. Cependant, pour Fermont, le ciel restera couvert. Légère hausse des températures, cette fois des températures de 14 à 22 degrés, sauf 13, encore une fois, pour Fermont. Destination à faire demain, eh bien là, ce sera vraiment beau. Et les températures varieront pour Toronto, Ottawa et New York et Boston, entre 21 et 27 degrés. Alors, restez avec nous, je vous donne les résultats des loteries à la fin du bulletin. À tantôt, Colette. Après la pause, une première visite au Canada pour le président de la Chine. OK. Oui, c'est bien. Bouge pas. Suivant. Le président de la Chine, Hu Jintao, est arrivé à Ottawa cet après-midi. C'est une première visite au Canada pour lui. Une journée qui s'est limitée à quelques activités protocolaires. Il a, entre autres, été reçu par la gouverneure générale. Demain, il va parler économie avec Paul Martin. Il y a d'ailleurs une centaine de représentants des milieux d'affaires chinois qui ont fait le voyage. Les groupes de défense des droits de la personne voudraient bien que Paul Martin profite de l'occasion pour inviter la Chine à respecter les droits humains. Alors aujourd'hui, on parlait encore pétrole, des nouvelles divergentes. D'abord, on a appris que l'impact de Katrina la semaine dernière a été moins lourd que prévu, en particulier sur l'approvisionnement en essence. D'ailleurs, on devrait connaître des baisses de prix à la pompe jusqu'à 1,23 $. Mais la production, elle, éprouve toujours des difficultés. Les cours du pétrole ont donc terminé en légère hausse. Côté résultats financiers, maintenant, la montée du coût du carburant a nui au profit trimestriel du voyagiste montréalais Transat AT, qui a déclaré un maigre bénéfice net de 800 000 $. La vie
vive concurrence entraîne aussi une pression sur les prix, mais malgré tout, les voyageurs étaient au rendez-vous et les revenus ont grimpé, eux, de 11 à 553 millions de dollars. Et finalement, bien, bonne nouvelle pour la région de Montréal. IBM annonce la création d'un centre de recherche pour aider les entreprises de fabrication à mettre en marché de nouveaux produits. 200 emplois devraient être créés et le premier client de ce centre sera Bombardier Aéronautique. Retrouvez Annie et ses hommes, ce lundi 20h à TVA. Une présentation des hôtels Jarreau. Les nouveaux épisodes du Petit Monde. Du beau temps qui s'en vient. Oui, du beau temps, mais je vais plutôt vous parler de la tendance des températures. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là, on revient à des températures saisonnières. Donc, pour les 48 et même 72 prochaines heures, les températures seront saisonnières. Mais si on regarde un petit peu plus loin, à compter du début de la semaine prochaine, lundi, on devrait connaître encore des températures très douces, au-dessus des valeurs normales. On verra ça plus tard, mais tout de suite, je vous donne les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, nous débutons avec une nouvelle loterie Joker. Alors, 2, 13, 33, 36, 38. On enchaîne avec la quotidienne à 3 chiffres. 1, 4, 9 à 4 chiffres. 6, 5, 2, 2. L'extra. 2, 2, 6, 2, 1, 2. Et on termine avec les 20 numéros gagnants du Banco. 7, 9, 15, 18, 19, 23, 32, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 60, 69 et 70. Alors voilà, Sophie, de bonnes nouvelles côté prévision, ça se dégage déjà et demain, ce sera vraiment beau. Merci, Colette. À demain. Bye, à demain. En terminant, bien, on vous fait découvrir Lucie. Lucie qui pourrait aider à reconstruire les plateformes pétrolières détruites par Katrina dans le golfe du Mexique. Lucie, c'est une caméra sous-marine exceptionnelle développée par le Centre de recherche de la base militaire de Valcartier. Elle est munie d'un laser, ce qui lui permet de voir mieux et 5 fois plus loin qu'une caméra conventionnelle. Vous voyez les images, ça le montre assez bien. À gauche, vous voyez ce que capte une caméra normale et à droite, les images de Lucie qui captent très clairement la cible placée au fond de l'eau. Une caméra comme celle-là, il faut y faire très attention. Ça vaut entre un quart et un demi-million de dollars. Ça va sûrement être très utile là-bas. Merci d'avoir été là. C'est là-dessus qu'on se quitte. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À demain.